Avec la révolution industrielle du XIXe siècle, l'Europe jouit donc d'une avance financière, technologique, économique. Elle est l'usine et le banquier du monde et l'arbitre du commerce international. Mais pour faire tourner ses usines et son économie, l'Europe a besoin de matières premières et de débouchés pour ses produits. L'accroissement de la population et ses nécessités économiques expliquent donc en partie la troisième forme de la puissance européenne, qui est la dimension politique. En 1914, après plus de 40 ans d'expansion coloniale, les puissances européennes sont présentes partout dans le monde, surtout en Afrique et en Asie. Les empires coloniaux britanniques et français sont les plus importants, et avec ceux de l'Allemagne, du Portugal, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, des Pays-Bas, du Danemark, les empires coloniaux européens couvrent environ la moitié de la superficie du globe. Arrêtons-nous un moment sur cette carte édifiante. Les puissances européennes ont donc exporté leurs systèmes économiques, avec pour les faire fonctionner des hommes, des systèmes agricoles, des juristes et bien sûr des missionnaires et des soldats. Maintenant regardons le continent africain. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et d'autres pays se sont disputés les derniers territoires à coloniser. L'Allemagne, longtemps exclue du partage colonial, a organisé la conférence de Berlin en 1884-85, où elle a revendiqué sa part du gâteau africain. Vous voyez ici les possessions allemandes en 1914, après que ce pays se soit opposé au Royaume-Uni, en Afrique australe et orientale, et à la France au Maroc. C'est une rivalité qui a débouché sur deux crises, à Tanger en 1905 et à Agadir en 1911. Ce sont deux crises que je développerai dans un prochain volet. Revenons à l'Europe, car il y a évidemment les séquelles de la guerre franco-prussienne de 1870. Cette gravure nous montre Napoléon III fait prisonnier à Sedan. Eh bien, cette guerre a ouvert d'une part sur la proclamation de l'Empire allemand à Versailles, et d'autre part sur l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand. Eh bien, en France se développe un mouvement d'opinion revanchard entretenant la nostalgie des provinces perdues. Et quant à l'Empire allemand, il s'est rapproché de son ancien adversaire, l'Autriche-Hongrie, dès 1873, justement pour parer à la volonté de revanche de l'état-major français. Vous voyez ici François-Joseph et Guillaume II, les deux empereurs. Et puis enfin, à mi-chemin entre les facteurs de fond et les facteurs conjoncturels conduisant au premier conflit mondial, cette affaire Dreyfus est symptomatique. En 1894, la condamnation du capitaine Dreyfus, accusé d'avoir livré des documents secrets français à l'Empire allemand, divise la société française. Et ce, dans un contexte social fait d'antisémitisme et de haine envers l'Empire allemand. On observe ces années-là, en Europe, le développement d'une culture populaire de guerre, comme vous le voyez sur ces deux cartes de propagande, française, allemande. Et cette culture de guerre est également excitée par les programmes scolaires, la littérature ou même des jouets guerriers. En somme, une véritable brutalisation des sociétés européennes est en marche. En somme, si je résume, ce qui est évidemment impossible, on a des conflits entre États récents, des conflits entre empires finissants, des conflits de minorités et des nationalismes. Ainsi, les Balkans concentrent tous les éléments de tension non maîtrisables. Et de fait, c'est dans ce contexte qu'intervient l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, dont le mobile se fonde sur tous ces facteurs de tension. L'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné avec son épouse par un Serbe de Bosnie, opposé à l'occupation autrichienne. L'Empire austro-hongrois met en cause la Serbie, lui adresse un ultimatum avec l'assentiment d'Allemagne. Cet ultimatum, en 10 points, exige notamment la participation des Autrichiens à l'enquête, ce qui est considéré par Belgrade comme une incursion dans les affaires intérieures du pays. Donc les Serbes rejettent l'ultimatum. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare donc la guerre à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie, alliée de la Serbie, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le mécanisme des alliances, triple entente, triple alliance que nous avons décrit plus haut, se met alors en route. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie.
La France, qui vient de perdre le pacifiste Jaurès, assassiné comme un symbole le 31 juillet par un déséquilibré, réagit en mobilisant ses troupes pour défendre la Russie. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, puis envahit la Belgique, restée neutre, en application du plan Schlieffen. Eh bien, c'est un casus belli pour le Royaume-Uni, qui déclare alors la guerre à l'Allemagne le 4 août. La Première Guerre mondiale a donc commencé.